Bonjour à tous. Alors, présentation du format. Chaque jour, on va parler d'un scandale qui touche à notre glorieux président. Alors, dans ce premier format, d'un jour un scandale, c'est le nom que j'ai choisi, on va parler du fameux patrimoine d'Emmanuel Macron. Vous vous posez sûrement la question, comment a-t-il pu gagner autant d'argent? Où est-ce que l'argent est parti? Comment peut-il mentir éhontément? Quelle est l'origine du trou noir? Non, mauvais format. Bref. Toutes les réponses sont dans cet épisode, mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, c'est super important pour le référencement. Et deuxième élément, tout ce que je dis est tiré de plusieurs sources, et notamment d'une vidéo du magazine Off Investigation, et qui a été reprise par l'Humanité. Toutes les sources sont évidemment dans la description. Macron et ses millions, Macron et Rothschild, enfin bref, beaucoup de questions, des réponses dans cette enquête. C'est parti! Le président de la République a déclaré 550 000 € de patrimoine en 2022. Et comme en 2017, il aurait un livret de développement durable, 2-3 prêts et une voiture à 6 000 €. Retenez bien le caractère un peu prolo de la voiture à 6 000 €. On va parler ensuite des revenus qu'il a eu lorsqu'il était à Rothschild. Vous allez voir que c'est très drôle. La juge de la haute autorité de la transparence de la vie publique avait jugé à l'époque que son patrimoine n'avait pas de valeur anormale. Mais ça, c'était avant le documentaire de Off Investigation. Et pour comprendre ce premier scandale, il faut débloquer un peu pas mal de jargon financier et surtout, il faut parler du contexte. Déjà, on est en 2012. Macron, il est banquier d'affaires, associé à la banque de Rothschild. Bon, déjà, c'est très louche qu'un petit énarque comme ça ait gravi les échelons aussi vite. Mais si je commence à m'arrêter à chaque truc louche dans cette vidéo, clairement, il n'y a aucun moyen qu'elle sorte. Même si j'ai ma petite idée pour savoir comment il a gravi les échelons aussi vite. Ma petite idée, c'est quoi? Commission Attali. À chaque truc louche dans cette vidéo, vous allez entendre ce bruit et vous allez voir cette image. Comme ça, je ne suis pas obligé de dire c'est vraiment très louche. Juste ça, ça prouve que c'est louche. Bref, on est en 2012 et le gérant pharmaceutique américain, Pfizer, louche, très louche, met en vente sa division infantile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nestlé est très chaud, mais Danone est très chaud aussi. Alors, on est dans un contexte de fusion-acquisition. Qu'est-ce que c'est la fusion-acquisition? C'est lorsqu'une entreprise rachète les parts d'une autre entreprise. C'est un processus qui est assez fréquent dans la haute finance. Alors, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est parfois contraire au droit de la concurrence. Imaginons que demain, Apple rachète Samsung, Nokia et Huawei. Bah, clairement, il y a un monopole dans l'univers du smartphone et ça, c'est contre les lois du libéralisme lui-même. Bref, c'est une pensée qui est anti-marchéiste, quelque part. On va pas rentrer dans les détails, mais la fusion-acquisition est aussi l'endroit où peuvent se créer d'énormes conflits d'intérêts, comme nous allons le voir plus tard, demain, après-demain, enfin bref, le conflit d'intérêts, ça va être le dénominateur commun de cette série de vidéos. Alors, comme vous le savez sûrement, je suis en train de mener une très grosse enquête sur les scandales qui touchent Emmanuel Macron et son entourage. Chaque jour, je vais sortir une très grosse enquête et on commence ce vendredi 1er avril sur le scandale de sa rémunération lorsqu'il était banquier associé à la maison Rothschild. Chaque enquête que je fais m'amène à des conclusions qui sont, je trouve, très grave sur la corruption de l'État français et particulièrement la corruption sous Emmanuel Macron. On parle ici de dizaines de millions d'euros de rémunération chez Rothschild, d'un détournement d'argent public dans l'affaire McKinsey, d'une vente d'un fleuron de l'industrie française avec Alstom ou encore d'une tentative de clientélisme avéré avec la Corse. Emmanuel Macron pourrait très bien, et je vous demande de prendre conscience de ça, se voir empêché de faire campagne d'ici à 10 jours. C'est pourquoi j'ai choisi de lancer une pétition. Alors, c'est une pétition qui est complètement apartisane. Moi, je suis connu pour avoir des idées plutôt à droite, mais j'invite tous les gens de gauche qui voient cette vidéo, qui sont censés, à venir signer. C'est une pétition qui n'est ni de droite, ni de gauche, mais qui milite simplement pour la transparence de l'action du gouvernement et du président de la République. Dans cette pétition, on exige que le président de la République réponde
en direct à la télévision française aux accusations dont il fait l'objet. Je vais essayer de former un collectif citoyen pour poser les bonnes questions en toute indépendance et en toute transparence. Je vais essayer de ramener peut-être Florian Philippot, je sais qu'il a fait une vidéo dessus, mais aussi Maître Divisio, Rivoire, enfin bref, je vais essayer de contacter tous les gens qui sont relativement influents et qui s'y connaissent pour que Emmanuel Macron réponde en direct à ce genre de questionnements qui sont des questionnements qui sont démocratiques. Je tiens aussi à dire que les vidéos que je vais sortir ne seront pas monétisées. Alors, je vous demande pas des dons ou quoi, ou de venir me faire des PayPal ou je sais pas quoi. Moi, j'ai de la chance d'avoir de l'argent de côté parce que j'ai travaillé avant et puis même parce que le YouTube me rapporte de l'argent. J'ai de l'argent de côté pour produire un contenu qui est assez qualitatif sans vous demander de m'aider financièrement. En revanche, je vous demande vraiment de signer cette pétition pour que le gouvernement réponde aux accusations qu'on lui fait. Si on atteint les 10 000 signatures, j'irai personnellement devant l'Élysée pour interroger les membres du gouvernement sur les scandales McKinsey, Alstom, Rothschild, Benalla ou encore sur le clientélisme qu'on a pu voir en Corse. Alors j'ai conscience que 10 000 signatures, c'est beaucoup, mais vous êtes 60 000 à voir cette vidéo. Je pense qu'un sixième de ceux qui voient cette vidéo peuvent aller signer cette pétition. En tout cas, je l'espère du fond du cœur. Ce sera un beau retour que vous me feriez. Alors, je vous demande de m'aider à récolter le plus de signatures possible. Parlez-en autour de vous. Faites signer vos proches. Bon, faites pas signer les morts comme Pécresse, mais faites signer vos proches. Ce scandale, dont on ne voit que la partie immergée de l'iceberg, est pour moi un scandale qui est démocratique. Et on doit apporter une réponse qui est démocratique. Et c'est ce que je propose en lançant cette pétition. Je vous mets toutes les informations en description. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Bref, on est en 2012, fusion-acquisition de Pfizer. C'est finalement Nestlé qui fait sa meilleure offre après les conseils d'Emmanuel Macron. Elle fait une offre à 11,9 milliards d'euros et rachète la filiale infantile de Pfizer. Le tout, je le rappelle, c'est très important que vous compreniez ça, le tout est organisé, conseillé, voulu par Emmanuel Macron. Et là, vous allez me dire comment on se rémunère sur ce genre de transaction. En fait, il y a une double commission. La première est versée à la banque qui a organisé l'accord, donc c'est Rothschild, et une deuxième commission au sein de la première commission pour le banquier qui a été très actif, donc pour Emmanuel Macron. On est dans le game des estimations parce que c'est un milieu qui est très opaque, mais selon Philippe Herlin, économiste et spécialiste des questions monétaires, le taux de commission de la banque Rothschild sur le deal Pfizer en question est de 1,48%. Donc sur un deal à 11 milliards, ça fait 174,6 millions de dollars. C'est un pognon de dingue, on pourrait dire. Et Macron, en tant qu'associé gérant, et compte tenu du rôle de dingue qu'il a joué dans la transaction, il est allé à Paris, il est allé convaincre, il a appelé tous ses contacts et tout, il a touché, selon les estimations de ce même Philippe Herlin, entre 10, dans le pire des cas, et 25% du montant de la commission au total, soit 43,66 millions de dollars. Alors ça, c'est la haute estimation, mais la basse estimation, c'est 17 millions de dollars. Donc on est entre 17 et 43 millions. Et là, on parle que de un deal, parce que lui, il avait déclaré avoir gagné 3,2 millions d'euros sur 3 ans à la banque Rothschild. Non, en fait, il a gagné, déjà, avec ce simple deal, il a gagné entre 17 et 40 millions, retenez bien ça, hein, 40 millions de dollars. Donc c'est-à-dire que lorsqu'il nous dit qu'il a une Twingo à 6000 balles et qu'il a 2-3 prêts, il se fout de notre gueule en live. Et moi, je comprends, ça doit être hilarant. T'as 40 millions d'euros sur un compte et tu dis à quelqu'un « Ouais, mon patrimoine, bah j'ai une Twingo, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un studio dans le sud de Valenciennes. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai une baguette de pain. J'ai acheté une baguette de pain en 2012. Non mais toi, il se fout de notre gueule. Il faut multiplier la somme par le nombre de contrats qu'il a eu à Rothschild. Et ce qui est très louche, donc le mec vient d'empocher entre 17 et 43 millions d'euros. La même année, il déclare 720 000 euros sur ses relevés de compte. On pourrait se dire peut-être que Christine de la compta lui a fait un virement l'année suivante. Enfin bref, peut-être elle était un peu occupée, elle était enceinte, on sait pas. Et non, l'année suivante, aucune trace de l'argent. Mais alors Manu, il est où l'oseille ? Et je le rappelle, hein, je suis désolé, je suis un peu relou, mais je le rappelle. On parle pas de la simple transaction qu'il a eue avec Pfizer. On parle de plus de 10 millions d'euros pour la seule fusion-acquisition de Nestlé. C'est une opération sur des dizaines qu'il a fait lorsqu'il était à Rothschild. On peut citer Alstom, on y reviendra très bientôt, l'industrie de l'agroalimentaire où il a beaucoup travaillé vers la fin de sa carrière de banquier, le groupe de presse Prisa, le groupe de presse espagnol, le diffuseur de presse Prestalis ou encore l'entreprise Alcatel. Et c'est pour ça que la séquence avec David Pujadas que je vous mets maintenant, elle est incroyable, c'est un régal. Avez-vous vraiment dépensé en 3 ou 4 ans 1 million d'euros pour avoir un patrimoine aussi modeste qui vous situe juste au-dessus de Nathalie Arthaud parmi les candidats? Alors d'abord,
Je vous remercie de la précision avec laquelle vous retranscrivez tout ça, parce que parfois on peut tout confondre, il y en a beaucoup qui cherchent à tout confondre. Cette campagne présidentielle, elle a été polluée par les affaires. Il y a 2 candidats qui ont des affaires, les autres n'en ont pas. Non mais, c'est important de le rappeler. Je ne fais aucun amalgame. Deuxième chose, j'ai bien gagné ma vie quand j'ai travaillé dans le secteur privé. Très bien gagné ma vie. Et d'ailleurs, c'est très bien d'avoir un métier dans le secteur privé. J'ai payé beaucoup d'impôts. Et c'est très bien ainsi. Je les ai inclus dans le calcul. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime l'argent, sinon d'ailleurs je n'aurais pas quitté le secteur privé. Bon. C'est pas la question. Non, mais je vous le dis les choses parce que moi... David Pujadas lui demande, c'est chelou, t'es genre aussi riche que Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou. Et le mec lui répond, ouais, c'est la vie, moi je suis un homme de peu, quelque part. Genre, il ment frontalement aux Français, mais pas sur 1 ou 2 millions, mais sur des dizaines de millions d'euros. Parce que quand Macron dit avoir gagné 3 millions d'euros entre 2009 et 2013, vous voyez à quel point c'est ridicule, puisque un seul deal sur des dizaines lui rapporte minimum 10 millions d'euros. Et c'est précisément là où interviennent les soupçons du magazine L'Humanité via son enquête de Off Investigation. En la personne de celui qui l'a menée, c'est un très bon journaliste, Jean-Baptiste Rivoire, c'était la semaine dernière. On y apprend que les associés gérants ont chacun une société écran ou un trust dans un paradis fiscal. Donc ce qui se passe, c'est que 15 à 25% de l'oseille de Rothschild va sur une fiche de paye normale, comme celle qu'on peut recevoir nous quand on bosse en CDI. Bon, c'est beaucoup moins d'argent, mais c'est une fiche de paye normale, c'est ce qu'on déclare. Et, très intéressant, le reste, donc 75%, enfin 80% selon les estimations, 80% va dans ce paradis fiscal. Alors, vous allez me dire, comment la haute autorité a pu fermer les yeux sur ce genre de pratique ? Eh bien, on va dire qu'il y a une proximité entre la haute finance et les milieux politiques. Et c'est d'ailleurs ce qu'a très bien compris Rothschild et ce que raconte Rivoire dans le documentaire, c'est que Rothschild fonctionne à 2 jambes en fait. Un pied dans la haute finance avec des transactions dont on n'a même pas idée, n'a même pas conscience de l'oseille qu'il y a dans ces transactions, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, la banque Rothschild et les milieux d'affaires ont investi le monde politique pour pouvoir finalement... Hop, tu me fais passer un deal, moi je te nomme conseiller ministériel, tac tac. Et donc les interactions sont de plus en plus quelque part antidémocratiques entre le milieu de la finance et le milieu politique. Donc, je reprends, il y a actuellement dans le monde une sorte de trésor de l'oseille de Macron qui dort et Macron n'a qu'à claquer des doigts pour le faire apparaître. Rappel, hein, moi ça marche pas. Moi quand je fais ça, il n'y a pas d'oseille qui apparaît. Alors de manière générale, les déclarations de patrimoine d'Emmanuel Macron sont louches. Bon, je vous fais pas un dessin, mais en gros, le mec fait de l'optimisation fiscale sur ses biens à tout va et il a déjà été épinglé pour ça. En gros, il y a 3 combines. Je vous explique. Imaginez que je me fasse contrôler par le fisc. Il veut savoir combien je paye d'impôts et combien de biens j'ai. Première technique, je file mon tel, mon ordi et mes chaussures à ma mère et je dis au fisc, désolé les gars, j'ai qu'un iPad. C'est le principe du trust. C'est ce qu'a fait Macron, enfin c'est ce que fait la banque Rothschild avec ses associés. Donc théoriquement, juridiquement, moi j'ai rien, c'est ma mère qui a tout, sauf que hop, ma mère me rend tout, en fait. C'est juste pour pas que je sois imposé sur les biens que j'ai. Voilà, c'est la technique du trust et généralement ça va avec un paradis fiscal. On a une société dans un paradis fiscal, on donne l'argent à la société, mais c'est encore notre argent, mais juridiquement c'est l'argent de la société. Enfin bref, la deuxième technique, je trouve des études hyper anciennes, voire que j'ai commanditées moi-même, pour dire que le prix des biens que j'ai achetés n'a pas augmenté. Et donc du coup, je dois payer un impôt sur le prix d'achat et non sur la valeur du bien à l'heure où le contrôle a lieu. Et c'est ce qu'avait fait le couple Royal Hollande. Et d'ailleurs, ils avaient dû payer une amende pour ça. Et la troisième technique, je fais genre, j'ai oublié de déclarer mon patrimoine. Et Macron a fait ça pendant 4 ans. Il a oublié de payer l'ISF. Et en 2015, précisément parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des irrégularités dans sa campagne, il a dû payer pour 3 ans d'ISF. Il faut bien qu'on se rende compte qu'on a affaire à quelqu'un qui joue avec la vérité depuis au moins 15 ans, quoi. Macron a fait les 3 techniques pour échapper au fisc français. Mais quelque part, ces techniques-là, c'est malheureusement pas illégal. C'est de l'optimisation, c'est pas de la fraude fiscale. En revanche, ce qui est illégal, c'est de mentir. En 2017, face à Léa Salamé, Macron, il ment. Genre factuellement. Il y a un mensonge qui est proféré factuellement. Quand on lui demande comment il a fait pour dépenser les millions qu'il a accumulés chez Rothschild, alors on n'a pas conscience qu'il s'agit de dizaines de millions. À l'époque, on pense que, parce que Macron a déclaré avoir gagné 3 millions d'euros, on lui dit comment vous avez fait pour dilapider 3 millions d'euros en quelques années. Et il explique, il a fait des travaux dans la maison de Brigitte Macron. Sauf que non. Les travaux, ils ont été payés avec un prêt contracté auprès du Crédit Mutuel fin 2011. Et ça, c'est Macron lui-même qui l'a dit. Deuxième élément, il explique avoir utilisé l'argent
pour rembourser ses emprunts. Sauf que ces emprunts, il les rembourse avec la vente de son appartement parisien, revendu 995 000 € en 2015. Deuxième mensonge. Et il faut bien comprendre qu'on parle ici de millions d'euros. Et là, il y a un deuxième scandale. C'est un peu l'enfer ce genre de vidéo, parce qu'on se rend compte qu'il y a un scandale, mais comme dirait De Villiers, quand on tire sur le fil du mensonge, on se rend compte de plein de trucs. Il y a un deuxième scandale dans le scandale, parce qu'on se rend compte que le deuxième scandale, il est entre Bercy et la banque Rothschild. Parce que c'est impossible que de tels flux financiers passent sous le nez du ministère de l'économie. Dans une société où, je le rappelle, l'impôt a une part très importante dans la vie sociale et surtout a une part très importante dans l'économie. En France, c'est très rare que ce qu'on te verse, tu le touches. Il y a forcément une part non négligeable qui va dans les impôts. C'est comme ça qu'est fait notre société. C'est un système de redistribution. Bref, la question qui se pose, c'est est-ce que Bercy a passé un accord avec la banque Rothschild pour fermer les yeux sur la défiscalisation et sur la disparition de l'argent que Rothschild versait à ses associés. La haute autorité de la transparence pour la vie publique est-elle de mèche avec Emmanuel Macron? Je rappelle que l'association Anticor avait interpellé la haute autorité qui avait répondu « Non, il n'y a pas de galère dans les comptes. Vraiment, ferme ta gueule, il n'y a pas de galère. » Puisque je rappelle que lors de son deal avec Nestlé, en 2012, Macron ne déclare que 720 000 € pour l'ensemble de ses bénéfices industriels et commerciaux touchés la même année. Et c'est juridiquement illégal. Macron a l'obligation de déclarer la totalité de ce qu'il possède, que ce soit en France ou à l'étranger. Macron est obligé de déclarer ce qu'il possède. Alors, ou la haute autorité est complètement incompétente, ou elle est corrompue. Et une autre question qui peut se poser, c'est l'absence absolue d'enquête de la part des médias. En 10 ans, donc depuis 2012, aucun média ne se penche ou ne s'est penché sur le patrimoine d'Emmanuel Macron. Et ça ne choque personne. Enfin, il faut rendre à César ce qui est à Jules. Philippot avait déjà interpellé le gouvernement, ou avait déjà interpellé Bourdin, il me semble, sur cette question-là. Ça ne choque personne dans la famille politique et dans la famille médiatique, ça ne choque personne qu'un ancien associé gérant chez Rothschild, donc une des banques la plus puissante du monde, se retrouve le deuxième candidat le plus pauvre devant Poutou et Nathalie Arthaud. C'est lunaire cette histoire, c'est absolument dingue. Donc ou tout le système est corrompu, ou tout le système est défaillant en fait. Enfin bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. C'est super important pour le référencement et ça m'aide énormément dans mon travail. Le plus important aujourd'hui, c'est de signer la pétition que j'ai mis en description et en commentaire épinglé. Selon moi, ces scandales peuvent vraiment être l'occasion de revoir l'ensemble du système opaque qui dirige notre pays. Alors voilà, merci de votre soutien, prenez soin de vous et nous demain, on va parler des fameux cabinets de consulting McKinsey, mais on parlera aussi de Boston, je sais pas quoi, la Boston Consulting Group, accusés de corruption, de fraude fiscale et de clientélisme, vaste programme. Prenez soin de vous et moi je vous dis à demain 18 h pour l'épisode 2 de Un jour, un scandale. Time!